Écrivain, reporter, prix Albert Londres, prix Joseph Kessel. Et avec nous pour De l'esprit de résistance, le livre qu'il publie aux éditions de l'Aube. Bonjour Olivier Weber. Bonjour, on va parler dans quelques instants des conflits sur lesquels vous allez le plus souvent pour en témoigner dans vos livres. D'abord, quelques mots de cette cérémonie aujourd'hui, 7 octobre. Cérémonie en hommage aux victimes françaises du terrorisme islamiste mené par le Hamas. On entendait le discours d'Emmanuel Macron, l'émotion des victimes. Vous dites quoi aujourd'hui ? Je dis que c'est très important que la France consacre une cérémonie nationale avec le président de la République pour non seulement soutenir les familles, quelles qu'elles soient, mais aussi pour condamner toute forme de terrorisme, alors que la France elle-même a été confrontée encore récemment à des attentats, qu'ils soient de type obscurantiste ou totalitaire, peu importe. En tout cas, évidemment, la France et les autres pays du monde sont confrontés à cette montée en puissance des totalitarismes, des obscurantismes et du terrorisme. Donc c'est important de marquer le pas pour les familles, mais aussi pour la prise de position de la France qui est d'abord et aussi toujours, on nous regarde comme ça là, comme le pays des droits de l'homme. Et c'est important qu'on ait une position là-dessus. C'est d'ailleurs, la France est le seul pays à organiser une telle cérémonie. Ça envoie un message au reste du monde. Oui, bien sûr, ça envoie un message. Alors, il y a eu plusieurs dizaines, plus de 40 Français qui ont été tués dans ces attaques terroristes. Mais au-delà du nombre et de l'implication de la France à cause de ce nombre, quand bien même il y aurait eu moins de victimes, c'est important qu'il y ait cette prise de position pour dire non au terrorisme en tant qu'État, mais aussi en tant que porteur de ces valeurs qui nous sont chères, des valeurs démocratiques. On en parlera peut-être tout à l'heure par rapport au conflit au pluriel en cours. Et donc il y a évidemment une prise de position à prendre de la part des États démocratiques contre le totalitarisme. Oui, le totalitarisme, au fond, c'est de dire les victimes, toutes les victimes des guerres doivent être prises en compte, les victimes civiles. Oui, absolument. Et malheureusement, les guerres ou les formes d'action terroristes touchent de plus en plus de civils. On le sait en proportion, ça monte de plus en plus et de moins en moins, on va dire, de militaires. Et donc, oui, effectivement, il y a un terrorisme aveugle, il y a aussi simplement une conflictualité aveugle également. Et là, effectivement, il y a urgent, je dirais, à protéger les civils de par le monde, puisque les conflits sont des conflits souvent à distance. Vous savez, c'était inventé dans les années 90 pour parler du côté américain du Zero Dead Policy. La politique du zéro mort, c'était la Somalie. C'était Clinton qui avait retiré donc ses troupes au moment du lynchage de plusieurs officiers, 11 officiers de US Air Force. Et donc, on fait de la guerre à distance. Et donc, bien sûr, ça fait beaucoup de dommages pour les civils. Oui, et derrière cette guerre terrible au Proche-Orient, il y a d'autres guerres. Et on va en parler dans ce livre, de l'esprit de résistance, publié aux éditions de l'Aube, que vous publiez, Olivier Weber. C'est-à-dire qu'au fond, on aurait tendance à oublier l'Ukraine, par exemple. Vous en venez. Quelle est la situation en Ukraine aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les Ukrainiens sont inquiets, beaucoup plus que lors de mon voyage précédent, donc l'année précédente, pour un autre livre. Et ils savent que, et c'est ma position depuis le départ, que le temps long joue contre eux. On est à 2 ans de guerre exactement, ou à quelques jours près. Et effectivement, la Russie, j'allais dire l'URSS, parce que on se rappelle aussi la guerre patriotique, la Deuxième Guerre mondiale, vue du côté de Staline. La Russie de Poutine aujourd'hui est capable, étant le plus grand pays du monde, à produire des obus, à produire malgré les sanctions des objets de guerre, donc des munitions, de l'artillerie, etc. Et donc les Ukrainiens sont assez inquiets parce qu'ils disent grosso modo on est sur le fil du rasoir. L'aide occidentale peut se tarir assez rapidement au niveau de ce dont on a le plus besoin, surtout les obus, les munitions. Et là, effectivement, il y a une inquiétude parce qu'on voit aussi pointer peut-être une sorte d'affaiblissement de soutien occidental et surtout américain à cause de l'élection, évidemment, à venir. Oui, là, on a 50 milliards votés par l'Europe pour l'Ukraine pour les prochaines années. Mais au fond, il y a un besoin énorme. Est-ce qu'on se dit la Russie peut gagner cette guerre, réellement ? Et il est possible qu'elle ne la perde pas. Alors que les Occidentaux, dès le départ, ont transmis le message à Poutine via la CIA, via les armées. Il y a quand même des communications entre les armées et les services de renseignement. Vous ne gagnerez pas la guerre. Mais il est possible qu'il y ait ce qu'il y aurait de pire comme solution militaire et politique pour les Ukrainiens, à savoir un front gelé. C'est-à-dire, grosso modo, le front d'aujourd'hui avec 17-18% du territoire ukrainien occupé. Et là, ça veut dire qu'on a une Alsace-Lorraine, qu'on a des Alsace-Lorraine, qu'on a une occupation du territoire ukrainien pour des décennies. Et ça serait la pire des solutions. Et puis, il y a toujours aussi ce scénario envisagé par les Ukrainiens, y compris par les militaires, à savoir que les Russes peuvent encore ou pourraient encore avancer. Et donc, pour cela que le lien entre l'armée ukrainienne ou l'action militaire ukrainienne, deuxièmement les pays occidentaux, est très fragile parce que ça peut se tarir, encore une fois, en quelques semaines ou en quelques mois. Oui, de l'esprit de résistance, c'est le titre du livre. Parce qu'au fond, dans ce livre, vous dites quoi ? Vous dites qu'il y a un esprit de résistance qui peut, partout, vous parliez des Kurdes, vous parlez des situations les plus tendues dans le monde, qui peut apporter quelque chose qui renverse la table.
Oui, alors surtout, c'est, comment dirais-je, une reconnaissance et presque une admiration pour certains peuples en résistance. J'en ai vu 4 principalement pour ce livre, qui est aussi une compilation de différents essais parus précédemment. Donc les Ukrainiens, les Kurdes en Syrie et en Irak, les Afghans anti-talibans, par exemple du fils du commandant Massoud que j'ai fait venir à Paris il y a quelques mois, et puis les Arméniens. Ce sont des peuples en résistance, mais surtout des peuples qui nous enseignent qu'il est important de défendre la liberté. Et que face à cela, alors il y a ce trou noir aussi, grosso modo, l'Ukraine cache toutes les autres guerres, ou beaucoup d'autres guerres, qui parlent du Yémen encore aujourd'hui. Et puis il y a une sorte de banalité ou de banalisation en cours du fait totalitaire, grosso modo, pour ce qu'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire les pays africains, les pays d'Amérique du Sud, les pays asiatiques, que convoitent finalement les diplomaties des pays totalitaires, et celle de Poutine en particulier. Donc ces pays commencent à reconnaître effectivement que c'est pas si mal que ça, le fait totalitaire, que d'avoir des dictatures comme celle de Xi Jinping en Chine, que celle de Poutine en Russie, pour plein de raisons. Et d'abord des raisons économiques, même de livraison d'armes et de livraison nucléaire civile. Et donc c'est contre cela qu'il faut s'ériger. Il faut être aux côtés de ces peuples pour les défendre, pour les aider, et pour leur dire que, quelle que soit la forme du totalitarisme, qui est très protéiforme, hein, ça peut être de l'obscurantisme religieux. Vous savez, la couverture de livre, c'est en l'honneur de Mahsa Amini. Vous vous rappelez, cette jeune kurde iranienne qui a été tuée parce qu'elle ne portait pas assez son voile. Et bien là, on a affaire à une théocratie, à un obscurantisme, à un totalitarisme religieux. Et après, il y a le totalitarisme politique. La Russie, la Corée du Nord, bien sûr la Chine. On parle aussi beaucoup de la Turquie, qui est une, j'aime pas ce terme, mais il veut dire ce qui veut dire un petit peu quand même démocrature, un président élu, mais avec des faits totalitaires. Et ça se banalise. J'ai appelé cela des néo-empires, c'est-à-dire des anciens empires qui se réveillent, qui n'étaient plus expansionnistes, qui redeviennent expansionnistes avec les routes de la soie chinoises, avec les routes de la soie du président Erdogan en Turquie, qui veut faire un grand boulevard depuis le Bosphore jusqu'aux steppes d'Asie centrale, sauf qu'il y a un petit pays qui gêne, de 3 millions d'habitants, cher à beaucoup de Français, c'est l'Arménie, etc., etc. Donc je suis allé voir ces peuples en résistance, c'est compliqué quelquefois, mais je leur rends hommage et je crois que c'est important. Et aujourd'hui, on se rend compte en Europe, en tout cas beaucoup plus qu'il y a 2 ans, avant le début de la guerre, qu'il est important de combattre pour les valeurs qui nous sont chères, la démocratie. Oui, et ce n'est pas un combat qui est perdu d'avance, parce qu'on entend au fond dire ça souvent. Ce sont des résistances, parfois désespérées. Oui, alors c'est le sens du livre, justement, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un combat perdu, mais il y a ce risque, vous avez tout à fait raison. En plus, si jamais il y a l'élection de Donald Trump dans les mois qui viennent, en novembre, et bien sûr, là aussi, la dictature de par le monde sera peut-être un peu plus reconnue, un peu plus banalisée. Et je crois qu'il faut défendre encore un peu plus ces peuples-là en résistance, mais surtout se dire, mais attention, il faut être prêt à sacrifier quelque chose, même au niveau économique, pour défendre ces valeurs qui sont chères. Et par exemple, cette guerre que vous évoquiez à l'instant, Patrick, la guerre en Ukraine, c'est pas une guerre bilatérale entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas une guerre entre la Russie et les pays occidentaux ou les pays riches, c'est une guerre entre les pays dictatoriaux et les pays qu'on appelle démocratiques, en fait, que ce soit des pays du Nord ou des pays du Sud. Et je crois que ça peut être quand même une victoire possible, non pas militaire, mais diplomatique pour Poutine, que de gagner du terrain là-dessus. Grosso modo, venez à moi, venez à nous. Nous combattons ces pays impies que sont les pays démocratiques qui défendent leurs valeurs, mais qui défendent aussi l'homosexualité, les valeurs décadentes, etc. Et je crois qu'il est important de réagir effectivement par tous les moyens contre là où les dictatures de par le monde, et suivre l'exemple de nos amis kurdes, arméniens, ukrainiens et afghans anti-talibans. On n'a pas toujours cette conscience, Olivier Weber, qu'au fond, on est impliqué, les autres pays sont impliqués dans ces enjeux, et que demain, on l'entend dire, hein, si l'Ukraine tombe, c'est l'Europe qui tombe. Oui, alors il y a, et c'est pas faux, parce que c'est un peu la peur aussi de nombreux anciens pays de l'Est, y compris la Roumanie, les pays baltes aussi, et la Pologne, à savoir que le bulldozer Poutine peut ne pas s'arrêter là pour plein de raisons, y compris pour des raisons un peu de spirale inflationniste, de rêver du discours nationaliste, russo-slave, mais aussi pan-orthodoxe, les pays orthodoxes, etc., etc. Donc il y a cette crainte qui n'était pas envisageable il y a encore quelques années, mais à la veille encore de février 2022, à la veille de la guerre en Ukraine, rappelez-vous, on était beaucoup à penser qu'il n'y aurait jamais la guerre. On était pris dans une sorte de piège pacifiste, voire angélique. Et ça, c'est très dangereux, effectivement. Et il y a ce continuum, ce côté réveil des empires, c'est très important. Poutine, d'ailleurs, lui-même a dit, il a employé le mot empire. Il a dit, par définition, un empire n'a pas de frontières. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, effectivement, c'est inquiétant et il faut empêcher aussi ces alliances entre Poutine et ces néo-empires, ces anciens ou nouveaux empereurs,
comme le sultan Erdogan. Le sultan Erdogan, c'est le surnom qu'il a en Turquie. Le président Erdogan est bien sûr, je pense à la Chine de Xi Jinping. Oui, on entend parfois dire qu'il y a un risque de guerre mondiale. Est-ce qu'on est catastrophiste? Trop? Je crois que le risque existe si les pays démocratiques baissent les bras, s'ils ne sont pas prêts à la guerre. Vous savez, c'est ce vieil adage en latin, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Effectivement, il faut s'armer, il faut sortir de cet angélisme, et puis surtout construire une Europe de la défense qui manque. Et je suis surpris de voir aussi comment ces peuples en résistance, que ce soit les Afghans, alors c'est plus grand-chose la résistance afghane, elle est surtout à l'extérieur, mais elle est quand même dans quelques vallées aussi afghanes, que ce soit les Kurdes de Syrie et d'Irak, etc., nous enseignent, nous donnent des leçons aussi pour justement continuer le flambeau et dire non à ces dictatures. Et je crois que c'est important de se rappeler que le totalitarisme, qu'il soit religieux ou non religieux, quelquefois est sournois, quelquefois utilise des moyens de guerre asymétriques, comme on dit, de manipulation, de désinformation. La guerre est là. Et moi, je suis content d'être allé, enfin content, c'est un euphémisme, en tout cas, je suis allé sur le terrain avec ces peuples-là et je leur rends hommage parce qu'ils sont grands dans leur âme et ils sont grands aussi dans leurs espérances. Et le mot que j'aimerais délivrer aujourd'hui, c'est ça. C'est pas le désespoir, au contraire, c'est l'espérance. Quelquefois, comme pendant la résistance en France, pendant la guerre, il faut savoir prendre les armes pour pouvoir nous assurer d'un meilleur avenir. Merci. Olivier Weber de l'Esprit de Résistance, c'est publié aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous.